Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise, l'entretien de la semaine, aujourd'hui réalisé par moi, Jean Damascène Manishimwe. Nous avons un invité, c'est le docteur Hélène Dumas. Docteur, bonsoir, bienvenue à notre entretien. Bonsoir, merci de me recevoir aujourd'hui. Oui, docteur Hélène Dumas, vous êtes historienne chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique à Paris. Vous avez beaucoup écrit sur le Rwanda, sur l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis. Et surtout, vous avez aussi participé à plusieurs fois au procès des présumés génocidaires comme témoin de contexte. Vous allez nous expliquer ce que ça signifie, parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît ce que c'est un témoin de contexte. Mais pour commencer, docteur, pourquoi avez-vous écrit beaucoup sur le génocide perpétré contre les Tutsis? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur le Rwanda? C'est une question très difficile à laquelle il faut que je réponde de plus en plus désormais. Je suis venue au Rwanda un peu par hasard en avril 2004, au moment de la 10e commémoration. Oui. Et cette rencontre avec le Rwanda et l'histoire encore très vivante du génocide des Tutsis m'a saisie et a décidé en quelque sorte de mon itinéraire intellectuel et professionnel. Et il me semble que cet événement est très important, c'est le dernier génocide de notre tragique XXe siècle et que c'est une histoire qui mérite d'être investiguée avec sérieux. Et puis vous avez aussi plusieurs fois participé au procès comme témoin de contexte. Pourriez-vous nous expliquer un peu ce que c'est un témoin de contexte? Alors, c'est une catégorie de témoins qui n'existe pas dans le droit français en tant que tel, puisqu'il y a deux catégories dans le droit français. C'est les experts, qui, eux, ont accès au dossier et produisent des expertises écrites devant la cour d'assises. Et puis, le lot commun des témoins qui vont comprendre, et notamment, et en particulier, les témoins rwandais qui vont venir parler des faits devant la cour d'assises. Mais vous savez bien qu'en France, l'histoire du génocide des Tutsis n'est pas encore très connue et que pour combler, si vous voulez, par rapport au juré, il faut savoir que c'est un juré populaire qui rend les décisions de cour d'assises dans ce type de procès. Ces jurys populaires qu'on pourrait comparer à des inyangamugayo d'ici, oui. Sauf que les inyangamugayo du Rwanda connaissaient l'histoire du génocide. Voilà. En France, ça n'est pas le cas. Et c'est pourquoi le procureur, mais aussi les parties civiles et la défense, font appel à des témoins de contexte afin de combler, si vous voulez, les lacunes de connaissances, de raconter l'histoire du génocide aux jurés, de les familiariser avec cette histoire, afin ensuite de mieux comprendre le dossier qu'ils ont à examiner pendant les sessions de cour d'assises. Donc c'est un travail assez important dans de tels procès qui sont organisés très loin du Rwanda. Tout à fait. L'idée de faire venir des témoins de contexte, moi j'ai été appelée 5 fois par le procureur de la République, c'est effectivement de combler cette distance, à la fois une distance temporelle, puisque le génocide a eu lieu il y a 27 ans, une distance géographique, les jurés sont censés se projeter sur un théâtre très éloigné, et aussi une distance, je dirais, cognitive, de savoir. Parce que cette histoire n'est pas encore suffisamment enseignée, suffisamment connue, pour que le dossier particulier qui concerne une personne soit comprise à la lumière de l'histoire générale du génocide. Donc toute la première semaine des procès d'assises est consacrée au contexte, c'est-à-dire à l'audition des différents témoins qui viennent parler de l'histoire générale du génocide des Tutsis. Alors dernièrement, vous avez participé au procès de Claude Muhayimana, et un procès qui vient de se terminer avec la condamnation à 14 ans d'emprisonnement. Et pensez-vous que ce travail de témoin de contexte aide à accélérer les procès? Alors non, je ne pense pas que qu'on ait autant de pouvoir en tant qu'historien. Il faut bien faire la différence entre le travail de justice et le travail d'histoire. Mais il y a effectivement des points de rencontre, comme dans ces cours d'assises, et je dois dire que pour une historienne, ça n'est absolument pas évident d'aller devant une cour d'assises sans notes, faire cours en quelque sorte aux jurés, et c'est souvent une épreuve à la fois physique et puis morale que de tenir devant une cour d'assises, tenir face aux tentatives de déstabilisation aussi des avocats de la défense, ils font leur travail. Alors c'est très difficile lorsqu'on est acteur soi-même de juger
de l'impact, de l'influence qu'on peut avoir dans la lecture qui va être faite du dossier. Je pense que malgré tout, ce qui compte, c'est la force de l'enquête judiciaire qui apparaît à la cour d'assises et ensuite le déroulement des débats au sein de la cour d'assises. Mais c'est très difficile pour moi de répondre sur l'influence que notre parole en tant qu'historien peut avoir dans ces procès. Néanmoins, on ne peut pas se dérober à cette tâche. Lorsque l'on reçoit la convocation du procureur, eh bien, c'est là que l'on sent tout le poids de ce qu'est le devoir civique et de se présenter devant la cour d'assises pour jouer notre petite contribution dans cette œuvre de justice. Oui. Et parlant toujours de ce cas, Mouhaïmana, pourriez-vous nous dire brièvement ce que vous avez apporté au tribunal, à la cour d'assises? Oui, alors j'ai essayé, chaque fois que je comparais, de dire des choses différentes. Et là, il m'a semblé important de montrer aux jurés ce qu'est un génocide, non pas de manière abstraite, mais en reprenant cette expression que je trouvais très juste d'un collègue travaillant sur le Cambodge, qui dit que les historiens travaillant sur les génocides sont des archéologues de l'intention génocidaire. Et j'ai donc poursuivi cette idée en montrant en quoi, dans les actes mêmes qui ont été commis, on perçoit une archéologie de l'intention génocidaire. Et je me suis en particulier attachée à montrer de quelle manière le massacre systématique et massif des femmes et des enfants correspondait, pour tous les génocides du XXe siècle, au marqueur de cette politique d'extermination radicale. Et ensuite, je me suis attachée à montrer comment, au Rwanda, femmes et enfants étaient des victimes, des cibles privilégiées des tueurs, et que c'est ce massacre de masse exhaustif des femmes et des enfants était le critère discriminatoire, discriminant de ce qu'est un génocide. Et alors, justement, parlant de cette intention génocidaire, cela nous ramène à cette question qui a été, ça a été évoqué comme alibi par certains, en disant que non, il y a des accusés, des suspects qui ont eu un rôle mineur, mais il n'y a pas de rôle mineur dans un génocide. Voilà, c'est ce que j'ai aussi essayé de faire comprendre à la Cour, et c'était assez cohérent avec le travail que je mène par ailleurs en tant qu'historienne. Je me suis beaucoup détachée, beaucoup extraite des hiérarchies judiciaires, en particulier de ce qu'on appelle les grands et les petits tueurs, et qui sont en quelque sorte typifiés dans la catégorie 1, par exemple ici au Rwanda, 2 et 3, ou bien dans d'autres systèmes juridiques où il y a des différences. Moi, j'ai essayé de montrer justement que tous les maillons de la chaîne génocidaire avaient leur importance. Depuis la personne qui poussait une dourou sur les collines jusqu'à celui qui portait le premier coup, ou bien jusqu'au colonel de l'armée qui organisait des grands massacres de masse. Sans les personnes, par exemple, qui poussaient une dourou sur les collines, le génocide n'aurait jamais atteint une telle efficacité meurtrière. Donc l'idée, c'était de montrer que le génocide est un processus global, et que chaque acteur, chaque actrice avait un rôle dans cette extermination. Et alors, avec ce travail génial que vous accomplissez, on peut dire qu'en France, pour le moment, il y a une connaissance de plus en plus poussée du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda? Alors je crois qu'en effet, l'historiographie telle qu'elle s'écrit en France, alors il faut rester extrêmement modeste, on n'est pas très nombreux à travailler sur cette histoire, mais il y a une jeune génération née après 1994 notamment, qui témoigne, qui manifeste de l'intérêt pour cette histoire. Elle est enseignée. Elle est enseignée depuis 2 ans maintenant à l'école secondaire et aussi dans le supérieur, dans les plus grandes écoles, les écoles les plus prestigieuses comme Sciences Po Paris ou l'école des hautes études en sciences sociales. Et ces enseignements permettent d'attirer des jeunes chercheurs. Et je crois que c'est essentiel que les jeunes chercheurs viennent ici au Rwanda faire leurs enquêtes, apprennent le Kinyarwanda pour, je pense que la recherche historique, c'est vraiment l'arme la plus redoutable contre le négationnisme. Plus on va écrire sur le génocide, plus on va découvrir des archives, plus on va mettre en place un système probatoire en histoire sur cet événement, plus les discours négationnistes seront marginalisés. Et justement, tu m'amènes à une question que je voulais vous poser. Et maintenant, dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, et nous savons que le négationnisme, en fait, c'est la dernière phase du génocide. Quel peut être le rôle des historiens aujourd'hui pour emboîter les pas du Rwanda et des autres
pays de bonne volonté à continuer à faire face à ce négationnisme qui malheureusement se propage. Bien sûr, et ce qu'on constate par rapport aux autres génocides du XXe siècle, que ce soit le génocide des Arméniens ou la Shoah, c'est que on ne combattra certainement jamais jusqu'au dernier négationniste. Il y aura toujours ici et là des poches de résistance idéologique, puisque c'est les négationnistes prétendent révisionnistes, prétendent réviser l'histoire, se prétendent historiens, mais ce ne sont que des idéologues. Ces poches idéologiques, sans doute, nous n'arriverons jamais à les réduire complètement. Mais néanmoins, ce qui compte, c'est que le travail d'histoire, le travail à partir d'archives, qu'elles soient écrites ou orales, eh bien, finissent par marginaliser ce discours. En France, on le voit de manière très nette, parce que on peut prendre un exemple, c'est que le livre de Jody Rever a eu du mal à trouver un éditeur français. Oui. Voilà. Et je crois que c'est lié aussi à une éducation à l'histoire du génocide des Tutsis qui va permettre progressivement, je crois, de combattre ces formes de manipulation idéologique de l'histoire. Et pour terminer, docteur, un message à donner aux Rwandais qui continuent de lutter, qui se sont engagés pour la résilience après cette histoire tragique du génocide. Alors je ne sais pas si j'ai de message particulier à donner, si ce n'est que, nous sommes, je dis nous parce que nous sommes plusieurs, en particulier, je pense beaucoup aux jeunes chercheurs et aux jeunes chercheuses avec lesquels je travaille. Nous avons la chance de pouvoir travailler ici sur le terrain, travailler sur archives, travailler avec les témoins du génocide. Et ça, ce terrain, ces enquêtes, elles sont extrêmement précieuses. Donc je veux juste dire merci pour l'accueil qui nous est réservé ici. Merci beaucoup, docteur Hélène Dumas. Vous êtes historienne qui écrit beaucoup sur l'histoire du génocide des PPT contre les Tutsis. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Urakoze Jean Damascène.